Eh bien, beaucoup d'informations. Passons à ce sujet. Passons à ce sujet. Il y a déjà des informations sur l'Iran et l'accord, nous en parlerons plus tard. Nous n'avons plus le temps dans ce direct pour l'analyser correctement et bien le faire. La situation au Venezuela avec Saab est très grave. Nous en reparlerons dans une prochaine émission, car nous manquons de temps aujourd'hui. Ce qui se passe cette fois-ci dans le vortex est surprenant. Au final, voyons, je crois qu'ici nous l'avons déjà dit et nous continuerons à l'expliquer avec plaisir pour vraiment comprendre comment fonctionne ce vortex polaire, c'est-à-dire quand il y a plus de chaleur générée dans l'environnement. Oui, dans l'atmosphère, le vortex se réchauffe, se brise, s'affaiblit et cela génère le. Au lieu que le froid reste au pôle nord, le vortex se brise. C'est-à-dire, curieusement, cet extrême froid généré par un vortex polaire est dû à la chaleur. Parce que le vortex se brise, alors en se brisant, il commence à avancer. Avancer vers les États-Unis, le Canada, l'Europe, ou là où se dirige le vortex. Ce qui arrive pour les 15 prochains jours de février, c'est un avertissement qui est observé en ce moment, dans les modèles climatiques actuels. Dans les prochains jours, un réchauffement stratosphérique significatif va se produire et cela affaiblit le vortex polaire. C'est pourquoi nous regardons cette vidéo ici, dans laquelle, au cours des 14 prochains jours, une faiblesse du vortex va se développer. Il se brise et se dirige probablement vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. En tout cas, le vortex polaire aussi faible va permettre de nouvelles incursions provenant de la zone arctique vers les latitudes moyennes pendant le mois de février. C'est-à-dire, ne rangez pas la San Marcos, ne rangez pas la, comment vous l'appelez, les vestes, n'est-ce pas? Et tout ça, le vortex n'est pas si fort. Je suis déjà ici, je vole déjà, regardez la vidéo, mais je dois m'ajuster comme ça, voilà, excellent. On n'entre pas dans les détails, mais oui, tout cela est vraiment fou. Remorda en février 2026 aurait donc probablement été affecté par l'effondrement du vortex. C'est un phénomène atmosphérique qui est évidemment lié au froid et donc au front polaire, selon ce qui est rapporté dans les prochaines semaines à cause d'un réchauffement stratosphérique soudain. On sait qu'un vortex va arriver. Cela pourrait être affecté de sorte que cela pourrait aller vers le Canada ou vers l'Europe, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme s'ils savaient déjà où le vortex va aller. Eh bien non, ça on ne peut pas le savoir. On pense qu'il peut venir jusqu'aux États-Unis, mais il se peut aussi qu'il aille vers le Canada ou qu'il parte, vers l'Europe, ou vers les deux côtés, n'est-ce pas? Les modèles estiment la direction, sans certitude totale. Il semble néanmoins que le vortex va se produire selon les conditions observées. Les conséquences seraient donc que, soudainement, en plein mois de février, nous ayons des températures extraordinairement froides, qui peuvent devoir s'accompagner de chutes de neige, de vent, de pluie, de neige fondue, etc. Cela pourrait aussi concerner l'Europe, non? C'est-à-dire, nous ne le savons pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut rester attentif dans les prochains jours. Nous continuerons à vous informer sur l'évolution de ce phénomène, passons aux détails, d'accord? Que disent la NOAA et le service météorologique des États-Unis? Ce phénomène augmente la température stratosphérique entre 30 et 50 km d'altitude. Tout d'abord, cela se produit de manière abrupte, et ce que l'on observe est très intense. Les modèles climatiques prévoient donc qu'elles vont arriver. Des vagues de froid sévères aux États-Unis et au Canada, avec des tempêtes de neige, de verglas et des températures inférieures à la normale. Cela va durer plusieurs semaines, ce ne sera pas juste un froid passager qui disparaît en quelques jours. Quand un vortex arrive, c'est généralement 1 ou 2 semaines de grand froid. C'est pour ça aussi que c'est un sujet à prendre en compte, non? Et ça pourrait aussi affecter le Mexique, il dit. Même si le pays ne reçoit pas directement l'air arctique, s'il monte, il en subit les effets collatéraux. On prévoit des fronts froids plus fréquents et plus intenses, surtout dans la partie nord et sur le plateau du Mexique, où il y aura aussi une probabilité de fronts froids plus intenses. Des événements similaires ont causé ces phénomènes atypiques les années passées. Soudain, en février, un front froid intense arrive. Vous vous souvenez? Il y a quelques années, nous avons évoqué un très fort, peu mentionné au Mexique.
La vidéo est ce qui est devenu virale sur WhatsApp sans que je sache qui l'a partagée et ils l'ont diffusée partout. Ici à Monterrey, les météorologues sont venus me contredire, affirmant que ce n'était pas vrai ni réel. Et 2 semaines plus tard, bam, tout gèle. Voilà, ce n'est pas ma prévision, c'est-à-dire que je n'invente pas les prévisions, évidemment tu vérifies. L'Université du Colorado vérifie, elle vérifie, enfin, nous vérifions différentes sources, et bon, cela a une solidité scientifique, et nous en parlons, non ? La NOAA et l'Université du Colorado avaient finalement raison. Je me souviens que j'étais là aussi en train de commenter ça, et bon, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le signaler. Évidemment, après avoir dit que ce n'était pas vrai, nous en avons parlé. Une anecdote que beaucoup ici connaissent pas déjà, non ? Mais bon, pourquoi ? Parce que l'information doit être basée sur des sources, pas sur ce que je veux qu'il se passe ou ce que d'autres veulent qu'il se passe, mais sur des informations. C'est important surtout pour les gens qui travaillent dans le transport, pour l'agriculture, pour ceux qui s'occupent des systèmes électriques, pour la planification du quotidien des personnes. Les écosystèmes peuvent être endommagés par un froid inattendu, surtout s'il dure 1 à 2 semaines. En même temps, nous sommes donc face à une semaine et peut-être une deuxième semaine en février avec des événements de fortes tempêtes solaires. Il y a actuellement une tâche dans la zone réalité augmentée 64366, et ils assurent que c'est déjà là. Déjà. Elle mesure un peu plus de la moitié de la taille de la tâche responsable de l'événement Carrington en 1859. On ne sait pas si cette tâche va encore grandir ou non, ou si elle va devenir plus active ou non, comme l'événement Carrington. Mais ce que l'on sait, c'est que tous ces jours-ci, 1, 2 puis le 3, je crois que non, puis le 4, encore une fois. Mais il y a eu beaucoup de tempêtes solaires qui vont provoquer des tempêtes géomagnétiques à partir d'aujourd'hui, ici sur Terre évidemment. Donc à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Il y aura probablement des aurores boréales plus au sud que d'habitude, et les effets classiques des tempêtes solaires, n'est-ce pas ? Un autre point à observer, tout comme les équipements. Nous le dirons, nous le commenterons, évidemment nous n'allons pas, à d'autres points, nous allons aussi à d'autres sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Remarquez que des soldats nord-coréens commencent à être observés de plus en plus, à la frontière avec la Corée du Sud. À la frontière entre l'Ukraine et la Russie, Jusqu'à présent, les soldats nord-coréens ne sont pas entrés en Ukraine. C'est-à-dire, on peut considérer que les Nord-Coréens, même s'ils participent à la guerre, ils y participent d'une manière, appelons-la défensive pour les Russes. Même s'il y avait effectivement des incursions, disons qu'il n'y a pas eu d'incursion massive à ce sujet. Dans ce rapport, ce que révèle le renseignement ukrainien, évidemment, c'est que les troupes nord-coréennes ont participé activement depuis le territoire russe, lançant déjà des attaques à l'intérieur du territoire ukrainien. C'est crucial car cela signifierait qu'un pays, ici la Corée du Nord, attaque déjà officiellement un autre pays. Alors, cela ferait-il partie des informations de la manière dont cette guerre se déroule ? Géopolitiquement parlant, un pays qui entre officiellement en guerre contre un autre pays, et cela pourrait-il justifier des attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Corée du Nord ? Alors, faites attention à cela. Le rapport de la direction du renseignement de la défense ukrainienne décrit des activités militaires nord-coréennes, bombardements, usage de drones et attaques coordonnées avec des roquettes. La direction ukrainienne rapporte des activités nord-coréennes telles que des bombardements et des attaques à la roquette contre la frontière ukrainienne, ce qui peut constituer des crimes de guerre et l'implication officielle d'un autre pays. Les troupes nord-coréennes sont présentes depuis au moins janvier 2016, opérant conjointement avec des unités russes pour mener des offensives transfrontalières.
La Corée du Nord utilise le conflit comme terrain d'entraînement pour perfectionner ses technologies sans pilote et ses techniques de guerre modernes. Environ 3000 soldats nord-coréens ont été déployés puis retirés pour servir d'instructeurs dans l'armée de la RPDC. Ils transfèrent leur expérience de combat réel à d'autres soldats nord-coréens qui seront ensuite envoyés ici, en Ukraine. En fait, maintenant, un autre sujet en plus de la formation, c'est que les forces nord-coréennes sont aperçues dans la région de Soumy. Oui, elles s'approchent de cette zone ukrainienne. Ils sont déjà tout près. Selon les renseignements britanniques, 50% des soldats nord-coréens qui ont participé au conflit ont déjà perdu la vie. La moitié des Nord-Coréens arrivés ont perdu la vie. Deuxièmement, ils rapportent aussi, au milieu de toute cette agitation qu'il y a là-bas, nous allons parler d'un mouvement, une stratégie qui est en train de changer du côté de l'Ukraine, et dans les prochains mois, nous allons commencer à observer la nouvelle approche de l'Ukraine. L'objectif est d'éliminer un maximum de soldats russes, car jusqu'ici il s'agissait de stratégie, récupération, attaque de blindés et de cibles militaires en Russie. L'approche dans les prochains mois sera d'éliminer environ 50 000 soldats russes par mois. C'est très dur d'avoir à dire cela, mais c'est ainsi que sont les guerres, non? Les guerres sont très dures, n'est-ce pas? Avec l'objectif d'affaiblir précisément la position et de dire bon, eh bien, laisser l'armée russe évidemment aussi affaiblie que possible, c'est une approche vraiment dure, dit-il. L'Ukraine vise à neutraliser 50 000 soldats russes par mois, selon une nouvelle stratégie militaire, avant les prochains pourparlers avec la Russie et ses alliés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait de l'accroissement des pertes russes une priorité, alors que de nouvelles négociations de paix se préparent. Selon les rapports ukrainiens, environ 35 000 soldats russes sont morts le mois dernier et d'autres ont été grièvement blessés. Non, ils visent 50 000 par mois. L'instruction a déjà été donnée. Le nouveau ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, explique la tâche assignée par le chef de l'État. Il s'agit de rendre le coût de la guerre pour la Russie insoutenable. C'est ça l'idée, non, qu'il ne soit plus soutenable. La guerre qu'ils déclareront insoutenable à cause du trop grand nombre de morts. Parce que les mêmes familles, les mêmes gens de Russie vont aussi commencer à exiger qu'on mette fin à cette situation. Je ne sais pas si cette stratégie va fonctionner ou non, mais qu'elle soit une stratégie très dure, très forte, c'est évident. En ce moment, il y a une enquête en cours sur ce qui se passe à l'institut universitaire dirigé par la fille de Vladimir Poutine. Selon AF, ou plutôt F, qu'est-ce que ce serait? Cette agence qui a mené cette enquête affirme qu'il y a une participation active de l'une des filles de Poutine. Pour un sujet très curieux qui semblerait d'une autre époque, mais qui continue de fonctionner. L'institut dirigé par la fille de Poutine transforme des oiseaux en biodrones avec des caméras, des panneaux solaires et un contrôle neuronal. C'est-à-dire qu'il y a une recherche et une préparation de scientifiques russes dirigés par la fille de Vladimir Poutine, dans laquelle ils développent des pigeons espions, mais à un niveau déjà plus avancé, des pigeons avec des puces cérébrales implantées pour les utiliser comme une sorte de biodrones espions. D'après le portail Medusa, ce 4 février 2026. La neurotechnologie invasive est le développement mené par l'Institut d'intelligence artificielle dirigé par Katerina Tikhonova, la fille du président Vladimir Poutine. L'objectif est de contrôler les oiseaux à l'aide de stimulation électrique cérébrale. Ils se distinguent par un câble partant de leur tête, un monologue, un sac à dos avec batterie solaire et une caméra sur la poitrine. Son utilisation a suscité l'émoi chez les experts, tant pour l'éthique animale que pour le niveau d'espionnage permis par les animaux. Des hommes clés comme Mikhail Lebedev de l'Université d'État de Moscou et Vassili Popkov, un biologiste qui a déjà implanté des puces chez d'autres animaux, participent au projet. Le financement provient de Neiro Group, ayant reçu au moins 13 millions de dollars depuis 2018 et généré 6,2 millions en 2024 d'après Forbes.
Bien que l'entreprise affirme que le but est pacifique, on sait que ces pigeons parcourent des dizaines de kilomètres pour des missions d'inspection et de sauvetage. Nehero insiste sur son respect des animaux. Il ne précise ni le nombre de pigeons utilisés, ni les méthodes exactes de contrôle mental. En mental pour dans sa révélation, combien de pigeons ont été utilisés, quelles sont les méthodes exactes anti-stressées, rude et biotechnologiquement si avancée que cela fait aussi partie de notre époque. Allons donc aux commentaires. Merci Anna pour cet abonnement, tous ceux offerts et ton soutien constant. Merci encore Anna Hughes, je te salue chaleureusement. Dans son respect pour. Mais il ne précise pas le nombre de colombes ni les méthodes utilisées. Honnêtement, dit Raciel, il y a des années, j'ai nommé ça l'effet climatiseur. Que se passe-t-il avec un bloc de glace? Il insiste sur son respect. Mais des pigeons ont été. Quels sont les moyens d'insister sur son respect, mais il ne révèle pas combien de pigeons il y a eu. Quelles sont les méthodes exactes? Et c'est qu'on ne voyait pas par où? Si tu veux négocier et que tu ne veux faire aucun changement, eh bien c'est compliqué. Le seul qui semblait vouloir insiste sur son nom. Il révèle combien de colombes ont été utilisées, quelles sont les méthodes, il insiste sur son respect pour, mais il révèle des colombes. Quelles sont les méthodes exactes? On se retrouve là-bas, on commence dans quelques minutes. Je vous embrasse, à tout de suite.